Bonjour Nancy, on vous retrouve aujourd'hui au tribunal administratif de Nancy avec plusieurs personnes. Vous allez nous dire ce dont il est question. Aujourd'hui, on a une audience donc devant le tribunal administratif de Nancy pour des recours qui ont été déposés en novembre 2021 pour des personnels soignants et autres suspendus. C'est-à-dire que l'audience aujourd'hui va évoquer 5 dossiers qui concernent 2 personnes qui ont été suspendues alors qu'elles étaient au conseil départemental et une personne qui est sapeur-pompier qui a été aussi suspendue et 2 soignants kinés, ostéos en libéraux qui ont été également interdits d'exercer. Donc ce sont des recours sur le fond aujourd'hui qui vont être évoqués, sachant que la procédure administrative est une procédure écrite, mais nous avons tenu à être tous là aujourd'hui pour montrer que 20 et quelques mois après, je pense que ça fait 28 mois, bien les traumatismes sont toujours là, les suspensions ont fait des dégâts incommensurables et les personnes sont là pour en témoigner, puisque ce qui s'est passé donc fin 2021 a encore des conséquences aujourd'hui et des conséquences dramatiques sur la carrière de ces personnes suspendues. Bonjour, messieurs, mesdames. Donc quand vous dites recours au fond, ça veut dire que la première fois vous aviez fait un référé, c'est-à-dire une mesure d'urgence qui avait été rejetée, c'est ça? Alors, les référés, effectivement, ont déjà été audiencés, on a été déboutés. Là, aujourd'hui, on a des successions d'audiences concernant cette fois-ci des recours au fond, c'est-à-dire des jugements du tribunal administratif que l'on attend pour connaître l'issue sur ces recours. Et quand vous dites jugement au fond, ça veut dire on remet en question en fait cette interdiction de pouvoir travailler sans avoir de passe vaccinal. Et est-ce que ça c'est possible en fait? Dans quelle mesure c'est possible que le tribunal administratif aille contre cette loi entre guillemets? En réalité, l'interdiction d'exercer, par exemple, pour les professionnels libéraux, ça a été prévu par la loi du 5 août, où effectivement, à un moment donné, ils avaient 72 heures pour se signaler sur la plateforme de l'ARS et donner leur schéma vaccinal. Alors, depuis tout ce temps, on a eu quand même des évolutions, puisque vous avez dû entendre parler notamment de l'instruction d'Olivier Véran, qui a été complètement abrogé par le Conseil d'État, puisqu'il est allé au-delà de ce que la loi du 5 août prévoyait et a créé du droit. Donc aujourd'hui, on a, 2 ans après, des éléments qui nous permettent de dire que ce qui s'est passé en 2021, notamment pour ces personnels, n'était pas conforme à l'état du droit. Et c'est là-dessus que notre espoir se fonde, c'est que la juridiction administrative puisse à un moment donné recadrer les choses, dire le droit, parce que là aussi, il y a eu des dérives pour des personnels. Alors, on parle souvent des soignants, on pense à des agents salariés ou agents publics suspendus. Ça, on a déjà des recours et on est à hauteur du Conseil d'État. Le tribunal administratif nous avait débouté. La Cour administrative d'appel nous a débouté. Pour ces personnels-là, notamment du CHRU de Nancy, mais d'autres, d'EHPAD aussi des Vosges, on est à hauteur du Conseil d'État. On attend une décision du Conseil d'État, je m'en étrangle, pour ensuite saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Là, aujourd'hui, c'est la première étape, donc, du jugement du tribunal administratif. Alors, ça va être mis en délibéré, on en reparle tout de suite. Mais on tenait tous à être là, justement, pour montrer que, quoi que je sois passé durant ces 2 ans, avec, comme je viens de le dire, du positif, puisque le temps montre aujourd'hui aussi que cette vaccination ne protège pas, encore une fois, ni de la contamination, ni de la transmission, et qu'on a broyé des carrières, j'ai utilisé ce terme-là, injustement. D'accord. Donc on a un espoir que la juridiction administrative, bien que liée au gouvernement et l'exécutif, puisse quand même décider de casser ce qui avait été pris dans cette loi ou... L'espoir, on l'a toujours, ou l'espérance. D'accord. Après, il faut être réaliste. Effectivement, cette loi-là avait dérogé un certain nombre de principes, ce qu'on appelait cette loi sui generis. Elle était spécifique, ce qui fait que le tribunal administratif a jugé un droit. Donc, voilà, on ne peut pas préjuger de sa décision. Il faut être réaliste aussi. À l'heure actuelle, on a eu beaucoup de décisions où on a été débouté. Mais le combat continue parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y aura jusqu'au bout. Là, c'est la première marche. Si on a gain de cause, tant mieux. Est-ce qu'on peut espérer quand même une indépendance judiciaire du tribunal administratif par rapport à d'autres tribunaux, sachant qu'il est quand même lié
au gouvernement ou est-ce Alors, que... ça, c'est une question piège. Je suis auxiliaire de justice. Donc, si je ne crois pas à l'indépendance de la justice, qu'elle soit judiciaire ou administrative, je raccroche la robe. Donc, bien sûr que oui. Alors, je suis pas naïve, bien évidemment. Ces dossiers-là sont évidemment politiques. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Parce que le droit administratif, c'est un droit où la procédure est essentiellement écrite. Aujourd'hui, on est là pour faire entendre la voix des personnes qui ont été suspendues, parce que derrière du droit, derrière des textes, il y a aussi, bien sûr, une humanité, une histoire, et je dirais une citoyenneté qui doit aussi trouver écho face à des magistrats. Mais oui, j'y crois à l'indépendance de la justice, sinon je ne serais plus heureuse. Oui, je voulais dire la différence entre peut-être, on a l'impression qu'un tribunal administratif est plus lié au gouvernement qu'un tribunal civil ou pénal, en fait. C'était un peu le sens de ma question. Donc normalement, ils sont bien C'est évidemment égal. indépendants. D'accord. Bien sûr que je crois que c'est plus général, c'est cette histoire de gestion de la pandémie au sens large. Il y a une connotation tellement politique qui fait que c'est plus compliqué que dans des dossiers lambda qui n'auraient pas ce rayonnement ou cette influence. D'accord. Donc là, vous allez plaider quand même, vous allez parler, enfin faire une plaidoirie. Des observations, parce qu'encore une fois, la procédure est écrite, D'accord. mais fort heureusement, devant les juridictions administratives, et notamment dans le tribunal administratif des Anciens, on a toujours eu un respect. Ça, je le salue, parce que c'est le mal dans toutes les juridictions. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Nancy. On vous retrouve après l'audience. Merci beaucoup. L'audience se tient dans une salle de taille moyenne, contenant une dizaine de bancs pouvant accueillir chacun 5 personnes. La première rangée est réservée aux avocats. Légèrement surélevé se trouve un bureau en U. Sur la gauche, le rapporteur public. En face, 3 magistrats, dont le juge. Et sur la droite, le greffier. Les 5 requérants sont là, accompagnés de 14 personnes venues en soutien. Le rapporteur public va lire ces 13 pages tel un robot. Le débit est rapide, il n'y a pas d'intonation. Son intervention durera 30 minutes. Il est difficile de cerner ses émotions. Aurait-il honte? Témoignait-il du mépris? Il s'arrêtera une fois pour se tourner vers l'audience, agacé semble-t-il par quelques soupirs. L'arrogance, à cet instant, est flagrante. Il aura affirmé que le vaccin n'était pas en phase expérimentale et que les suspensions, c'est-à-dire un arrêt de travail, sans indemnité et sans avoir le droit de trouver un autre emploi, ou sans avoir le droit de prendre un remplaçant pour un cabinet en libéral, ne peut être assimilé à une sanction. Il va rappeler au tribunal qu'il n'a pas à statuer sur la cohérence des dispositions législatives ni sur la constitutionnalité de la loi. Maître Nancy Rizacher expose ses observations. Il n'y a pas de plaidoirie en tant que telle dans un tribunal administratif, les procédures en droit administratif se faisant par écrit. Maître Nancy Rizacher va rappeler que de nombreux pays européens ont fait marche arrière, ont réintégré leurs soignants et les ont indemnisés. La France est une mauvaise élève pour ce qui concerne la gestion de la pandémie. Elle ne fait aucune remise en question du vaccin sans intérêt. On sait aujourd'hui qu'il ne prévient pas de la transmission. La suspension des soignants était donc inutile. Maître Nancy Rizacher va contester cette loi du 5 août 2021, faite à la hâte et qui a causé de très nombreux dégâts dont on mesure à peine l'ampleur aujourd'hui. Cette loi est aberrante et a engendré des situations dramatiques. Elle ne s'est pas appliquée dans tous les conseils départementaux de la même manière. Certains ont été beaucoup plus souples. Elle rappelait que les personnes refusant une injection ont été suspendues. D'abord dans le temps, car ils ne savaient pas combien de temps cela durerait, et sans revenu pendant 2 ans. Cela revenait à dire qu'ils n'existaient plus, qu'ils étaient inutiles. Maître Rizacher indique qu'une requérante a été réintégrée ensuite dans une structure où elle aurait pu être affectée immédiatement sans suspension. Elle rappelle que certains ont perdu leur logement, d'autres ont dû vivre dans une caravane, certains en sont même venus à se suicider. La justice doit tenir compte du fait que ces décisions impliquent des personnes physiques en chair et en os. Le pompier qui était applaudi avant, ces soignants qui ont tous une vocation pour leur métier, on leur a fait payer leur choix de ne pas se faire vacciner. On les a discriminés avec cette loi inique, c'est-à-dire injuste et totalement aberrante. Les soignants des cabinets libéraux ont passé beaucoup de temps à monter leur activité, développer leur patientèle. On les a menacés de sanctions pénales, comme s'ils étaient des délinquants. On leur a interdit d'exercer.
C'est une sanction, fera-t-elle remarquer au tribunal et au rapporteur public. Il n'avait même pas le droit de trouver un remplaçant. Où est le respect du service de santé? Il y a eu ce rouleau compresseur. Nous valons mieux que ça. La France vaut mieux que cela, dira Nancy Rizacher. Le droit doit être le garde-fou des dérives de la société. Voilà en bref et en bien moins éloquent les observations de maître Nancy Rizacher. Maître Nancy Rizacher va demander au tribunal de bien vouloir prendre un peu de temps pour entendre ses requérants. Le président ne va pas accéder à sa demande. Les soupirs et l'indignation de plusieurs personnes dans la salle se font entendre en quelques mots, ni crier, ni soupirer, mais posez-la. C'est une honte de ne pas vouloir nous entendre. Le président a mis fin à l'audience en indiquant que le tribunal rendra sa décision le 13 février 2024. Nous voilà à la sortie de l'audience. Nancy, comment cela s'est-il passé pour vous? Eh bien, cette audience, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait donc 6 dossiers, dont 5 requérants. Les dossiers ont fait l'objet, comme toujours, d'un rapport, d'une synthèse. Et puis ensuite, on a entendu les conclusions du rapporteur public. Ça a été assez fouillé, le déroulé a été bien étudié. Ensuite, j'ai pu m'exprimer, moi, effectivement, j'ai pu plaider par observation. Encore une fois, la procédure étant écrite, ils m'ont quand même laissé, mais ce ne sont pas des grandes plaidoiries comme on pourrait les voir aux assises ou dans les juridictions pénales, bien sûr, mais j'ai pu m'exprimer pour montrer surtout, j'ai axé sur l'aberration d'une part de cette loi du 5 août 2021 qui a fait des dégâts et qui continue à en faire, et sur les dramatiques conséquences humaines, citoyennes, sociétales, qui sont encore aujourd'hui d'actualité et qui ne sont pas prêtes d'être oubliées et bien évidemment pas pardonnées. Maintenant, nous aurons le délibéré le 13 février. Le tribunal va juger sur les écritures échangées, les pièces. Il va juger bien évidemment au droit. Mais je pense que c'était important aujourd'hui et je voulais remercier tout ce comité de soutien et les personnes qui étaient là à mes côtés aussi, parce que c'est important de crier que derrière un texte de loi, il y a des situations variées, mais toutes les plus dramatiques les unes que les autres. Et on est à 2 ans de l'application de cette loi. Donc j'ai commencé ma plaidoirie, mes observations comme ça, en disant pour une fois, tant mieux. On a des délais d'audiencement assez longs, parce que durant ces 2 années-là, eh bien, on peut quand même constater que les vaccins n'empêchent ni la contamination ni la transmission, que d'autres pays européens ont été bien plus clairvoyants et efficaces que la France pour indemniser, enfin non seulement réintégrer, mais indemniser les soignants, et qu'aujourd'hui, les conséquences de cette loi du 5 août, qui depuis le début a été mal rédigée, et je soutiendrai jusqu'au bout, en contradiction avec des principes généraux fondamentaux et supérieurs à cette loi, eh bien, cette loi a continué à faire des dégradations et des drames humains. On a entendu le rapporteur public qui on pourrait dire, sans être choquante, qui débitait son texte sur une feuille sans absolument ni aucune humanité, ni même d'intonation. C'était presque une machine, en fait. Et en même temps, on avait l'impression qu'il était mal d'être là où il était. C'était vraiment confus. Est-ce que c'est toujours comme ça, ou est-ce qu'on peut avoir des rapporteurs publics qui tendent un peu vers un peu plus d'humanité ou de compréhension des situations? Alors, il y a 2 choses. Ça dépend bien sûr de chaque personnalité, de chaque magistrat. Le souci, c'est que le droit administratif est un droit vraiment technique. Donc, ils vont à l'essentiel. Donc, effectivement, ça donne cette impression de rouleau compresseur, de marteler les arguments, de les confier. C'est le rôle du rapporteur public. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a eu une écoute du tribunal. À ce moment-là, tout le monde m'a quand même regardé et écouté. Et ça, je pense qu'il faut le saluer, parce que il y a dans d'autres juridictions, effectivement, des magistrats qui saoulés, je dirais, de cette loi du 5 août et voulant étiqueter les personnes qui sont contre cette application et les conséquences de cette loi, dans les étiqueter de complotistes ou autres insultes qui ne sont pas acceptables, n'écoutent pas. Là, on a eu quand même 3 magistrats, le président et les 2 assesseurs, qui ont écouté. Donc, pour moi, c'est déjà une victoire dans ce monde où on n'écoute plus personne et finalement où on obéit aux ordres
pour reprendre une phrase que Andreas martèle souvent, sans réfléchir. Et là, on donne un peu de réflexion. Et je crois que c'est l'essence même, c'est ce que je crois que j'ai conclu là-dessus, en disant que magistrats, avocats, citoyens, on est tous pour un état de droit qui garantisse les libertés fondamentales et une société de respect et d'écoute. Sinon, c'est même pas la peine qu'on vive dans ce monde en 2024. On peut tous se souhaiter la bonne année, mais si on continue à aller avec des mesures coercitives, des mesures liberticides, je ne vois pas en quoi cette société aura du bon, même en 2024, au début de la janvier. Oui, ce qui évite aux citoyens de vouloir se rendre justice lui-même, c'est de croire en une justice. C'est sûr qu'il n'y a plus de justice. Exactement. Et vous disiez que vous aviez fait la requête avec Maître Guyon, c'est ça? Alors, c'est Maître Guyon qui a, lui, rédigé les requêtes parce qu'il est au barreau de Montpellier, il est spécialisé en droit administratif. Donc, je m'en suis remise effectivement sur le fond, ça aurait été extrêmement fastidieux. Et comme c'est décrit, de toute façon, ils vont plus qu'à descendre des structures. On profite pour remercier aussi Maître Guyon avec qui je travaille en synergie. D'accord. On est complémentaires. Parfait. Est-ce que l'un des requérants ou des personnes présentes souhaite dire quelque chose? Je dois avouer que contrairement à Nancy, j'ai pas été subjuguée par l'écoute de cette assemblée. Le rapporteur me donne vraiment cette impression d'être un robot sans humanité, sans émotion, sans empathie. Il évite des arguments qui sont vieux de 2 ans et demi, alors qu'on sait aujourd'hui que les vaccins, comme l'a répété Nancy, ne protègent pas, n'empêchent pas la contamination. Donc c'est basé sur nos suspensions ont été basées sur un tissu de mensonges et pour certains les situations ont été dramatiques. Comme l'a rappelé Nancy, nous en libéral, on a été obligés de continuer à payer nos charges, l'URSSAF, la carte éco, caisse de retraite, les assurances, etc. Donc non seulement on n'avait pas de salaire, mais en plus on devait payer nos charges. Donc à part prostituer ou se pendre ou avoir un mari, c'est voilà, je voyais pas trop d'autres solutions. Voilà, toi tu n'as pas ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris ces risques pour un vaccin, parce qu'il y a des tas de vaccins qui existent? Quelle était la spécificité de ce vaccin en fait pour vous? C'est justement ce que je voulais dire également, c'est que nous sommes une corporation qui est une des plus vaccinées en fait, puisque pour être soignant, il faut avoir beaucoup de vaccins. Donc, on nous a catalogués d'anti-vax, on n'est pas des anti-vax. On nous a catalogués de ne pas vouloir protéger nos familles et nos patients, mais c'est faux. En fait, tout ça était basé sur du mensonge. Et c'est pourquoi, si on a pris ce risque de pas se faire vacciner, se faire injecter, c'est parce que cette injection ne nous offrait aucune garantie. Et que jusqu'en 2023, on était encore en phase de test. Donc, on n'a pas voulu être forcément des cobayes. Et voilà, comme souvent le rappelle Andreas, Oui. on va pas monter dans une voiture, le constructeur ne nous garantit pas qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a pas de pare-brise, qu'il n'y a pas d'essuie-glace et que les moteurs n'ont pas été testés. Il est quand même pas maso, quoi. Donc voilà, et on a essayé de prévenir nos patients. Et aujourd'hui, on voit tous les effets secondaires sur nos patients et leur vie, elles sont complètement détruites. Donc nous, à côté, nos situations ont été dramatiques. Mais à côté de ces personnes qui aujourd'hui souffrent dans leur chair, dans leur corps, c'est bien plus que du matériel. Leur santé, leur vie, elles sont... Voilà. Donc je n'ai aucun regret pour ma part. Et si je devais recommencer, je recommencerais la même chose. Bravo. Ok, merci. Je vous écoute, on vous écoute. Alors moi, si j'avais pu parler, j'aurais dit que on aurait dû être non pas 5 requérants, mais 50, 500, et ça n'aurait même pas dû avoir lieu parce que justement, ça aurait dû depuis le départ être bloqué. Cette loi n'aurait jamais dû passer tellement il n'y avait pas de sanction. Le rapporteur public l'a bien redit. Il n'y a pas de sanction.
comment expliquer que aussi peu de gens conscients, aussi peu de gens instruits, intelligents, aient accepté cette injection expérimentale, on le sommet. Comment autant de gens n'ont pas reconnu le mensonge d'État de Véran, qui a toujours nié que ce vaccin n'en était pas un, qui ne mérite pas le nom de vaccin. Seulement si on dit aux gens allez vous faire injecter expérimentalement, ça va moins bien passer que si on leur parle de vaccin, ça donne confiance. Donc on aurait dû être trop positif. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas été aussi nombreux? Eh ben voilà, on le rappelle. Et donc Nancy l'a très bien dit. Bon, pas de sanctions, mais effectivement, quand on voit qu'on enlève la crise, bon, comme ça, voilà, c'est quelque chose, une loi qui n'a jamais existé. De dire, on vous enlève tout moyen de subsistance. Et on vous interdit d'en avoir d'autres. On vous interdit d'en avoir d'autres. Et sans durée. Sans durée. Et alors que, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, moi j'aurais dit, j'ai la chance d'être peut-être bientôt à la retraite, mais jamais dans mes prévisions, je n'aurais imaginé qu'étant en bonne santé, étant encore passionné par mon travail et avec tout ce qu'il y a à faire autour, je sois dans l'incapacité de pouvoir travailler. On m'a interdit d'exercer, juste parce que je n'ai pas pris une picouse dans le bras. Et comme je dis à mes patients, parce que depuis que j'en vois, on discute, effectivement, tous les gens qui ont été se faire vacciner, si en discutant avec l'infirmière, avec le kiné qui avait le droit de vacciner, pourquoi pas, ça payait mieux que d'être dans un cabinet. Donc il valait mieux quitter son cabinet où on faisait du bien aux gens pour aller vacciner dans des vaccinodromes. Bon, si on avait demandé si les gens qui venaient se faire vacciner avaient demandé au personnel de santé qui est vacciné, êtes-vous vacciné? Si la personne avait dit moi, comment voulez-vous que ça ait marché? Donc il a fallu absolument contraindre tous ces gens pour qu'ils se fassent vacciner. Moi, à un moment, on m'a dit, vous me tordez le pas, je refuse. Et donc, je n'avais pas venu, mais comment peuvent réagir des jeunes qui ont des emprunts, qui débarrent, voilà, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on n'a pas été 50, qu'on n'a pas été 500, qu'on n'a pas été 5000, et que tout le monde est rentré dans le rang. Mais ce n'est pas une sanction, nous a bien dit le rapporteur public, qui avait vraiment un discours d'une froideur. Oui, et qui a maintenu qu'on n'était pas en phase expérimentale, alors qu'on l'est bien. Pfizer l'a confirmé, même la NSM. Enfin, c'est aberrant. Alors, que ces arguments reposent sur 2021, c'est déjà critiquable. Que 2 ans après, il n'y ait rien qui change et qui dit que nous avons peu de doutes. Oh, nous avons peu de doutes sur... bon, ben oui, mais non. On ne veut pas entendre tous les doutes qui existent et qui ne sont même plus des doutes, qui sont des certitudes. Dès lors qu'on ne peut pas les entendre, ils ont la loi. On ne s'attendait pas à autre chose. On aurait aimé éventuellement voir dire quelques mots, ça n'a pas été. Est-ce que vous pensiez avant que tout ça arrive, qu'on avait plus de garde-fous en termes de droit, en termes de république, en termes de démocratie? Est-ce que vous pensiez qu'on en aurait eu plus et vous êtes déçus? Oui. Bah oui, clairement, la loi du 5 août a été une aberration à tout niveau. Et excuse-moi, je te coupe la parole, mais c'est justement une levée de bouclier parce que cette loi qui prévoyait absolument aucune indemnisation, qui ne prévoyait même pas une rupture d'un contrat de travail, qui permettait simplement de mettre au banc de la société des personnes comme ça, du jour au lendemain, et sans aucune, encore une fois, sans aucun filet. C'est du jamais vu. Comment ça a pu passer au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel? Comment ils ont pu laisser passer ça, en fait? En fait, le Conseil constitutionnel, il n'a pas été saisi de tout. Hein. On a voulu nous dire, c'est bon. Mais il peut s'autosaisir, non? Ou je me trompe? Non, il n'a pas été saisi. Et ensuite, c'est les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont pu effectivement après prospérer. Mais le problème, c'est que personne ne voulait qu'on se pose la question de savoir si cette loi était ou pas légitime au regard des autres textes. Et comme tu le dis, Marc, c'est cet engouement et cette volonté d'imposer
la vaccination à tout prix, au mépris même des garde-fous juridiques. Et moi, bon, j'ai un tout petit recul, mais ça fait 24 ans que j'ai prêté serment. En tant qu'avocate, et c'est pareil, mes confrères auraient dû aussi faire des levées de boucliers. Heureusement, on est un certain nombre et on est vraiment convaincus et solidaires. Mais cette loi-là est véritablement une ineptie dans l'arsenal juridique. Voilà. Tout ce que je voulais dire, mais c'est vrai que c'est évident. Merci Nancy. Profitez-en, on vous écoute. Et donc, moi je suis entraîneur sportif, donc DEGEPS en tir à l'arc. J'ai eu la porte qui a été fermée sans m'en prévenir donc, du gymnase dans lequel je travaillais. Je suis auto-entrepreneur, donc libre d'horaire, mais libre un peu trop. Et j'ai attrapé la grippe. J'ai attrapé la grippe dès le départ. Et alors ce qui m'a scié, c'est que j'étais encore malade, j'avais encore de la fièvre. Et ma kiné a dit si, vas-y, va faire attester le fait que tu sois malade parce que pendant 6 mois, on va pas t'embêter. Donc, j'ai téléphoné au laboratoire, je leur ai bien explicité que j'étais encore sous la fièvre et que je n'avais que 3 jours de maladie. Mais ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, nous avons un créneau, venez vite. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on me dit que cette maladie est mortelle, et qu'on me dit de venir alors que j'ai de la fièvre et que je peux encore transmettre cette maladie dans un lieu public, ok, je dis ok, j'y vais, parce que franchement, je peux aller voir jusqu'où ça va. Donc, j'ai eu ce rendez-vous, je me suis rendue dans un Algeco, j'ai mis la main sur la poignée, j'ai pu m'asseoir tranquillement, personne n'a désinfecté quand je suis repartie, donc j'ai eu prise de sang, et j'ai eu après, mais je me suis dit, finesse, si on me dit que c'est mortel, que tout le monde va mourir sur la route et qu'on me fait venir alors que je suis encore malade, je vais transmettre ce problème. Ensuite, moi, H1N1 m'avait déjà un peu réveillée sur le système. Et voilà, toujours est-il que j'ai quand même un voisin qui s'est suicidé et qui a laissé un gamin de 14 ans, seul, qui a été donc après adopté par sa tante. Mais il y a combien de suicides autour de nous? Et moi, cette histoire de nous dire inutile. Mais comment on peut dire à quelqu'un qui fait du sport ou de la médecine, n'importe quel métier, qu'on devient inutile pour l'histoire politique? Comment on peut nous dire ça et faire qu'après, en fait, on se retrouve avec des personnes non assistées et, comme il faut le dire, donc pour moi, c'est une non-assistance à personne en enlevé. C'est hyper grave pour l'histoire politique. Donc déjà, H1N1 m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Et puis après, j'ai fait de la résistance. C'est vrai que j'ai fait de la résistance. Que je n'ai pas voulu me rendre malade par cette injection, puisqu'elle était encore expérimentale. Et que si un jour on me dit il faut ci, le lendemain il faut pas, le lendemain il faut ci, et puis de toute façon vous n'êtes pas capable de, je suis désolée. Mais c'est pas médical. C'est purement pas médical. Et à partir de là... Mais on vous avait demandé d'avoir peur, alors pourquoi vous n'avez pas obéi? Pourquoi n'avez-vous pas eu peur? Parce que j'ai pas peur. Parce que justement, je pense que dans chaque famille, il y a un petit canard boiteux, comme on les appelle. Et que dans chaque famille, il y a une personne qui a dit non. Moi, j'ai toute ma famille qui s'est retournée contre moi. Mon jumeau, tout le monde. D'accord? Mais c'est pas grave. Moi, j'ai ma conscience pour moi. J'ai ma conscience pour moi. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec H1N1, même ce qui s'est passé avec le sida à l'époque, puisque j'avais 20 ans, déjà ça collait pas. C'est pas médical, c'est pas purement scientifique, c'est politique. À partir de là, moi je ne signe pas dans ce truc. Et je garde et je dis que les personnes qui nous ont jugés et qui se sont moqués de nous, qui nous ont tourné le dos un jour à nous, il va payer très cher. Mais pour le moment, parce que moi j'avais pas de revenus, aucun revenu, rien du tout. Toutes ces personnes-là, comme moi, comme les personnes qui se sont suicidées, je trouve ça aberrant dans le soi-disant pays de liberté et de droits de l'homme. Vous étiez requérante aujourd'hui? Non, d'accord. Parce que je suis pas... Vous êtes venue en soutien? Ouais. Parfait, merci. Quelqu'un d'autre voudrait parler de ce qu'il n'aurait pas pu dire au tribunal, peut-être? 2 secondes. Je voulais déjà dire merci à tous les soignants, tous les médecins qui sont opposés à ces injections. Parce que j'aurais aimé, moi, parce que on a subi des conséquences aussi dans nos vies, dans nos familles.
J'aurais aimé que tous s'opposent et fassent front. Et puis, je veux rappeler la contradiction. On a dit aux policiers, aux flics de pas se vacciner, alors que les pompiers, les soignants, voilà. Donc, des grosses contradictions. On peut tout de suite les appliquer. Il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, c'est déjà Vous étiez là en tant que requérante ou soutien? soutien. Soutien, d'accord. Bravo. Bravo à tous. Donc, bonjour, je me sens particulièrement concerné parce que mon épouse fait partie des soignants suspendus, donc je l'ai vécu aussi depuis 2 ans, de la souffrance, des douleurs, d'être jeté dans l'inexistence. Et je veux souligner la plaidoirie exceptionnelle de Nancy aujourd'hui parce que ça réhabilite, ça redonne la dignité et la reconnaissance à nos héros, les vrais héros pendant la crise. C'était nos soignants qui ont pris le risque de suivre leur voie intérieure. Donc, Les héros, ils étaient d'où? exactement. Les soignants, les sapeurs-pompiers, les enseignants, tous ceux qui sont positionnés contre, en fait, sont héroïques en soi. Quand j'entends le rapporteur, j'ai l'impression qu'on n'a pas vécu la même époque. Donc, on doit, comme le dit Nancy, se baser sur le droit. Mais j'ai l'impression que eux, ils ont quitté le droit et l'écoute parce que depuis le 10 octobre 2022, on sait parfaitement que Pfizer n'a jamais testé ce médicament en phase expérimentale sur la transmission. Donc si on dit ça protège, mais il faut le prouver. En droit, existe uniquement des preuves. Il faut le prouver. Les contrats qui ont été dévoilés devant la plus haute juridiction à Pretoria en août 2023 montrent pour la première fois que les contrats estiment qu'il n'y a aucune efficacité de ce produit, de ce vaccin. En plus, ça ne protège aucunement sur la transmission et on ne connaît pas les effets secondaires à long terme. Et là où leur château s'écoule totalement, c'est récemment, c'est à la demande de Marcel Degrave, eurodéputé, qui a fait une demande à l'EMA pour savoir si ça serait peut-être pas plus intelligent de ne plus donner l'autorisation conditionnelle sur le marché de ce vaccin qui ne fonctionne pas et qui laisse énormément d'effets secondaires. Ils ont reçu la réponse de l'EMA en novembre 2023 et l'EMA dit que c'est uniquement conçu pour la protection individuelle et on se le demande encore. Ça n'a jamais été conçu pour protéger contre une maladie infectieuse comme le Covid. Alors, Transmissible. oui, une maladie transmissible. Donc, ça veut dire que ce que j'ai entendu aujourd'hui ici au tribunal administratif ne correspond absolument plus à la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui et ça viole pour moi énormément de lois et de droits parce que tout ce qui sort à l'international confirme que les soignants, ils avaient raison de se poser des bonnes questions sur la sécurité et aussi sur la santé publique. Ils ont parlé de la santé publique. Je pense que les soignants suspendus se sont posés les bonnes questions pour être au plus près de leurs patients. Mais ils vivent dans un autre monde ici. Il y a une chose quand même, je voulais une petite question à Sébastien après, mais il est vrai qu'à un moment donné, le rapporteur a demandé au tribunal de ne pas se prononcer ni sur la constitutionnalité, ni sur la logique entre les diverses lois. C'est quand même fou, sous-entendant que c'était inconstitutionnel et qu'il n'y avait pas de logique. Alors en fait, il y a quand même des articulations, c'est-à-dire que on soulève un certain nombre de moyens, ils peuvent en rejeter au vu effectivement de l'étendue de leurs compétences. Sauf que avec Maître Guyon, on a pris le parti pris vraiment de soulever le maximum d'argumentations. Évidemment, ensuite les juridictions trient et se rendent compte de ce qu'elles peuvent ou pas examiner. Mais l'épine dorsale de l'argumentaire, c'est de montrer justement qu'il n'y a pas une loi ou un texte qui est violé. C'est tout l'édifice qui, comme tu l'as dit, Andrea, c'est tout le château qui aujourd'hui est complètement mis à mal. Donc c'est ça qui est important. Alors oui, on nous renvoie à des questions prioritaires de constitutionnalité.
Ça vous fait rire, puisque la plupart, vous savez qu'elle a deux filtres. Il faut déjà que la juridiction considère que ça a matière à être envoyé dans un premier temps au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, et ensuite c'est transmis au Conseil constitutionnel. Donc c'est aussi fait pour que à chaque fois ce soit souvent bloqué en premier filtre, puisque on ne veut pas finalement se poser la question de savoir si cette loi était oui ou non constitutionnelle. Et je pense que aujourd'hui, plus il y aura de requérants qui soulèveront des moyens, plus à la lumière des nouvelles connaissances, comme vous l'avez dit, on montrera cette aberration. Mais moi, j'y crois. À la fin, on aura gain de cause. C'est obligé. Quand, je sais pas. Comment, je sais pas. Mais on ne peut pas ne pas concevoir que ce château de cartes s'écroule. Il devient vraiment très très fragile, même juridiquement, médicalement, sanitairement, politiquement, mais juridiquement. Ça devient quand même très très fragile. Merci Nancy. Sébastien. Étant totalement en accord avec tout ce que j'ai entendu, je ne reviendrai pas sur les points abordés. Je rajouterai juste un petit point. C'est bon, sinon il est... Ouais, je rajouterai juste un petit point en tant que soignant. Soignant qui a été dans le Covid dès le départ. C'est-à-dire j'étais en réa Covid et en service standard Covid. Et ce que nous, on savait à l'époque déjà, c'est qu'il y avait des traitements. Traitements qui ont tous été censurés. Et j'en ai utilisé un. Alors je ne vais pas faire de la pub parce que je ne connais pas assez le professeur du Sud. Donc je ne vais pas en dire plus. Mais je ne l'ai absolument pas utilisé dans les conditions requises. Donc ce traitement a été mis à mal. Et j'ai plus tendance à faire de la pub à un autre traitement qui était connu comme efficace dès avril 2020. Et là, je parle de l'ivermectine. Il y avait déjà des études au travers du monde. Ça a été reconnu par Pasteur en juillet 2021. Et on trouve toujours aujourd'hui d'énormes difficultés à pouvoir le prescrire. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour une prise de parole? Moi, je dis on peut regarder la composition chimique de nos biscottes et refuser de les acheter. Et par contre, on n'a pas le droit d'avoir une composition chimique de quelque chose qu'on nous injecte. Moi, ça m'est tombé dessus un jour. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Ouais. Ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, Diane. Merci. Merci. Et merci à Merci. Bravo, Nancy. On aura la réponse le 13 février. Vous nous ferez savoir ce qu'il en est.